Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout de vous habiller à votre juste valeur. Bonne écoute! Cet épisode est soutenu par le Salon international de la lingerie qui œuvre un peu plus chaque année à la représentation des femmes dans leur diversité. Une mission qui, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Coraline. Bonjour Mathilde. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Imperfection et d'autant plus qu'on va parler d'un sujet important aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, où est-ce que tu vis, tout ce que tu veux nous dire sur toi. Donc bonjour à tous, moi c'est Coraline, j'ai 32 ans, je vis à Paris et je suis influenceuse donc sur les réseaux sociaux. Depuis combien de temps ? Ça fait 5 ans que je fais ce métier, en parallèle avec une autre activité que j'ai délaissée il y a maintenant quelques mois. D'accord, et tu parles de quoi sur tes réseaux principalement ? Essentiellement de mode, de beauté, c'est très lifestyle en fait, je vais parler de tout ce que j'aime dans ma vie en général. Beaucoup de voyages jusqu'à 2020. Ok, et ta relation avec ton corps, est-ce que tu peux nous en parler et surtout l'historique que tu as avec ton corps ? Alors, je suis une femme et je pense que comme la plupart des femmes, on n'est jamais vraiment satisfaite de ce qu'on a, de ce à quoi on ressemble. Ouais. Non, j'aime mon corps. Bien que j'ai quelques complexes comme toutes les femmes, par exemple, je sais pas, la cellulite ou ma taille, qui a été un complexe quand j'étais plus jeune parce que je suis grande, je mesure 1m60, presque 1m76. Sinon, j'apprends un petit peu chaque jour en fait à m'accepter, grâce justement à Instagram, parce que je fais des photos et parce que je me mets en avant sous un angle meilleur. D'accord. Donc je m'accepte un petit peu comme ça, plus facilement. Tu dirais que la photo, ça joue un rôle essentiel pour dans ton chemin d'acceptation de ton corps ? Alors la photo, j'ai commencé, j'avais 16 ans justement, j'ai commencé par les concours de Miss. Ah waouh. Et puis c'est parti sur un shooting photo et j'ai enchaîné comme ça les photos et c'est ce qui m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi en fait, de me trouver entre guillemets jolie. Et alors même les Miss, elles ne se trouvent pas jolies. Et alors même les Miss ne se trouvent pas jolies, j'en parlais encore tout à l'heure, mais non, on a tous nos complexes en fait, on oublie de se donner une image quand on est en représentation, mais en off ça peut être tout le contraire en fait de ce qu'on montre. Ok, bon. Et alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, comme j'introduisais tout à l'heure. Donc, quel est ce moment clé de ta vie de femme dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui ? Alors, dans ma vie de femme, ce qui m'a un petit peu chamboulée dernièrement, j'ai subi une mastectomie préventive ou mastectomie prophylactique avec reconstruction. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait une ablation de mes glandes mammaires et une reconstruction directe de ma poitrine parce que je suis porteuse du gène BRCA1. C'est un gène qui prédispose en fait à 85% de risque d'être un jour touché par le cancer du sein ou alors des ovaires à 65%. Et voilà, c'est héréditaire dans ma famille. D'accord. Donc je suis concernée, j'ai fait les tests qui se sont révélés positifs. Donc j'ai décidé, plutôt que de faire des examens très approfondis chaque année, d'avoir recours à cette opération. D'accord. Et alors ça, c'était quand ? Alors j'ai entrepris les démarches pour être diagnostiquée BRCA en décembre 2018. J'ai ensuite c'est un petit peu long, les résultats sont arrivés en mars 2019. Et ensuite j'ai eu quelques années, enfin 1 an entre guillemets, pour réfléchir à l'opération. Je ne me voyais pas en fait chaque année faire une IRM, une mammographie, rentrer dans ces hôpitaux qui sont spécialisés en cancérologie. Évidemment. C'était compliqué pour moi, j'étais la plus jeune en plus. Donc ça a été très compliqué psychologiquement à supporter. Donc j'ai préféré vraiment faire l'opération en octobre dernier, du coup 2020, et me débarrasser un petit peu de cette épée Damoclès. Bien sûr, de ce poids, effectivement. Et alors tu disais que c'était héréditaire. Tu as des femmes dans ta famille, tu as des sœurs peut-être, qui sont concernées également, du coup, ou alors c'est héréditaire, mais c'est aléatoire ? Alors, le gène BRCA, ce qui est le 1 et le 2, nous, c'est le 1 dans la famille. D'accord. Ma mère est porteuse. En fait, on a commencé les recherches sur elle parce qu'elle avait elle a eu un cancer en 2011, triple négatif. Donc, c'est un cancer qui est assez agressif et très souvent, en fait, il est associé au gène BRCA1
1. Donc elle a fait donc des recherches dans la famille. On avait beaucoup également de tantes, de grandes tantes pour moi, qui ont eu des cancers du sein ou des ovaires. Donc voilà, la recherche a été un peu évidente pour la médecine, pour les médecins. Ma mère donc a été diagnostiquée porteuse du gène BRCA1. Voilà, elle a ensuite guéri de son cancer du sein. D'accord. En 2011-2012. Et puis est venu le moment de proposer aux enfants, tout simplement. On est 4 filles, donc 4 enfants à être concernés. On a en fait 50% de chance, 50% de risque, je dirais plutôt, d'être concernés, d'être testés positifs au gène BRCA1. Moi, je suis porteuse. Ma sœur Marine, qui a 30 ans cette année, l'est également, mais elle est enceinte de son premier bébé. D'accord. Donc, elle repoussera l'opération après ses grossesses. Charline, qui a ensuite 25 ans, qui est enceinte également cette année, n'est pas porteuse du gène. Et Océane, la petite dernière, qui a 20 ans seulement, je l'ai accompagnée justement il y a à peu près un mois à l'hôpital Léon Bérard à Lyon. D'accord. Pour qu'elle puisse entreprendre les démarches pour être testée à son tour, et elle l'est testée demain, le 28, je crois. D'accord. Ouais, demain. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même assez stressant pour tout le monde. C'est stressant pour tout le monde et surtout pour ma mère en fait qui se culpabilise beaucoup. Oui, alors qu'elle n'y peut strictement rien. Alors qu'elle n'y est pour rien. D'accord. Mais c'est une vraie épreuve de sororité, cela dit. Vous vivez ça ensemble et vous pouvez vous soutenir. Toi, tu as été la première du coup. Oui, voilà. Moi, j'ai été la première. Justement, je voulais un petit peu montrer l'exemple aussi en faisant cette opération, en subissant cette opération. Tu es l'aînée ? Je suis la plus grande, oui. Moi, j'ai 33 ans, donc je suis la plus grande, la plus vieille, comme on veut. Du coup, je me devais en fait de montrer l'exemple, le chemin qui était pour moi le plus sûr et le plus serein. Et mes petites sœurs vont suivre le même chemin que moi, enfin Marine surtout, qui attend d'avoir ses 2 enfants, alors on en a plusieurs, avant d'avoir recours à cette opération. Et la petite dernière, elle a que 20 ans, et quand j'étais avec elle il y a un mois à l'hôpital, avec l'oncogénéticien, nous a dit qu'elle n'avait pas du tout, je l'ai appris en même temps que le médecin, qu'elle n'avait pas du tout envie d'avoir recours à une mastectomie préventive, mais elle veut au moins savoir si oui ou non elle est porteuse du gène. D'accord. Donc, chacun vraiment, encore une fois, l'interprète comme il veut. Mais bien sûr. Mais voilà, moi j'avais besoin de me débarrasser de ça, de ne pas vivre avec ce poids. Oui, évidemment, parce que ça implique comme tu disais, des interventions médicales assez lourdes chaque année autrement. Sans parler du risque que ça comporte, sachant que tu as déjà vécu ça à travers ta maman, je présume. C'est ça, exactement. En fait, je l'ai mal vécu. Ma maman, pour moi, c'est un petit peu mon pilier, c'est mon tout. Donc, quand elle est tombée malade, on n'a pas su tout de suite qu'elle était porteuse du gène. On l'a su quelques mois après, parce que c'est un petit peu plus long. Ça avait duré au moins 4 ou 6 mois, parce qu'ils ont fait toutes les recherches pour savoir de quoi ça pouvait venir. C'est là qu'ils ont découvert du coup que c'était lié au gène BRCA1. Alors, lié oui et non, c'est juste qu'il est plus agressif en fait chez quelqu'un qui est porteuse du gène. C'est la raison pour laquelle il était pour moi hors de question que je fasse vivre cela à mon entourage, ou à mes enfants, ou à mon futur mari, si je trouve chaussure à mon pied. Mais voilà, je voulais vraiment vivre sereinement. Oui, je peux comprendre. À la fois, tu lui en veux pas, j'imagine, à ta maman d'avoir vécu ça. Je peux pas lui en vouloir. Évidemment. Donc du coup, tu as mis 1 an à te décider, c'est bien ça ? Alors, en fait, il y a eu les confinements, donc ça m'a retardé tout ça. J'aurais dû me faire opérer bien plus tôt. J'ai mis quelques mois, vraiment, j'ai pris ma décision en l'été 2019. D'accord. Et j'aurais dû être opérée début 2020. Et puis, confinement oblige, mes rendez-vous étaient annulés successivement. C'était super sympa et super stressant. En fait, on a déjà cette boule au ventre de se dire qu'on va devoir se faire opérer, mais en plus de se dire c'est repoussé à quand, je ne sais pas. Ça a fini par tomber le 27 octobre 2020. Ça faisait un peu plus d'1 an que j'avais pris ma décision. Oui, donc c'était long là. C'était long. J'avais hâte que ça arrive en tout cas. Tu m'étonnes. Comment tu t'es renseignée sur ce que ça impliquait ? Alors pour tout ce qui est renseignement, ça a été un peu compliqué. C'est pour ça que j'en parle énormément sur mes réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Oui, c'est là où j'ai découvert, exactement. Je t'ai découverte en fait. Ce qui a été compliqué, c'est de ne rien trouver à ce sujet-là. On parle d'augmentation mammaire classique, d'esthétisme, de chirurgie plastique, mais aucunement de mastectomie prophylactique avec reconstruction. C'est pas sexy, ce n'est pas vendeur. Donc on n'en parle pas parce qu'évidemment c'est médical et non esthétique, tout simplement. Donc moi je suis suivie à l'Institut Curie à Saint-Cloud. D'accord. Donc ils sont spécialisés en cancérologie et j'avais
j'ai pas vraiment choisi mon chirurgien, c'est marrant, je sais même plus comment on m'a attribué cette femme. C'est une femme qui s'occupait de moi, qui m'a dit qu'elle animait des conférences. Donc je suis allée à une de ces conférences. Il y avait on était une cinquantaine de femmes. Et on parlait de l'opération, l'avant, après, elle avait des photos qu'elle montrait, mais en PowerPoint. On ne pouvait aucunement les trouver sur Internet. Elle n'a d'ailleurs aucun réseau. Elle n'a pas les réseaux sociaux du tout. D'accord. Après, elle n'a peut-être pas le droit, entre guillemets. Alors, c'est ça. Non, c'est plus qu'elle n'a pas envie de... Pour elle, c'est médical, donc elle n'a pas envie de faire de communiquer. Du business là-dessus, en fait. Évidemment. C'est plus, voilà. Donc, je suis allée à une de ces conférences. J'ai vu des jeunes femmes qui venaient de se faire opérer. J'ai essayé de trouver une jeune femme qui pouvait correspondre à moi, qui est passée justement et qui a montré en fait le résultat, pour que je me rende compte un petit peu de ce à quoi ça pouvait ressembler. Et je me suis dit, c'est juste ça, ça va. Enfin, c'est quelque chose de difficile psychologiquement, mais esthétiquement, c'était important pour moi aussi de voir à quoi j'allais ressembler, parce que j'ai 32 ans. Et j'avais peur du regard des gens, en fait, ou du regard des hommes le jour où je rencontre la bonne personne. Donc ça a été un petit peu compliqué, voilà, de me renseigner là-dessus. Sur Internet, on trouve vraiment très peu de choses. Oui. Et c'est vraiment sur Instagram, quand j'ai commencé à en parler énormément sur mes réseaux. Après, je suis quand même pas mal suivie. J'ai fait quelques plateaux télé aussi. D'accord. Pour démocratiser la chose. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un nombre énorme de jeunes femmes qui étaient concernées par le gène BRCA1 ou qui se demandaient comment entreprendre en fait les démarches pour être testées. Et alors toi, oui, c'est les médecins de ta maman qui t'ont orientée étant donné qu'elle était porteuse, c'est ça? Alors moi, ce qui m'a lancée, c'est donc à l'hôpital Léon Bérard où ma mère était suivie. Ils m'ont dit ma maman m'a passé le message, mais que ma mère était porteuse, que du coup j'étais susceptible de l'être également. Oui. Donc, j'ai dû me rapprocher de l'hôpital spécialisé à côté de chez moi, qui est par chance à quelques kilomètres de chez moi, de me rapprocher d'eux pour être prise en charge, en fait, pour entreprendre les démarches. Et moi, ça a été donc, pris en charge parce que c'était à la demande des hôpitaux, des professionnels. Ok. Oui, alors ce qui, entre guillemets, facilite l'accès à la démarche. Ça facilite énormément parce que je sais qu'il y en a énormément de mes abonnés ou des gens dans mon entourage qui me disent mais comment tu as fait? Moi, on me met des stops à chaque fois quand j'entreprends les démarches. Mais vraiment, on peut pas. Après, ça coûte assez cher. Ça coûte, je crois, entre 1500, à peu près 1500 € si on le fait comme ça en privé, par exemple, en perso. Donc c'est plutôt onéreux. Donc le seul moyen de faire, c'est d'aller voir son médecin traitant, son gynécologue, mais il faut quand même que les oncologues, les cancérologues et la puce à l'oreille, qui est des antécédents familiaux suffisants pour se dire, bien sûr, il faut qu'on teste. Sinon, ça peut passer à la trappe. Ça dépend du type de cancer, ça dépend de l'âge à laquelle on a été touché. Il y a vraiment plein de choses à prendre en compte et ça se fait pas comme ça. Ok. Bon, et psychologiquement parlant, c'était comment d'affronter tout ça? Alors, psychologiquement parlant, c'est compliqué juste de se dire pourquoi moi, en fait. Parce que j'avais une chance sur 800 d'être concernée. C'est à peu près ça, les chiffres. Après, c'est pas non plus... c'est quand même, le pourcentage est quand même... je trouve qu'il est quand même élevé. Parce qu'une personne sur 800, il y en a quand même pas mal. Ben oui, c'est sûr. Mais ce qui a été le plus difficile, je me suis pas rendu compte de la chose, en fait, jusqu'à l'opération. On se rend pas compte, j'en parlais beaucoup pour démocratiser, en fait, pour me sortir. Tout ça, c'est un peu ma thérapie d'en parler sur les réseaux. C'est jusqu'au jour de l'opération où là, je me suis rendu compte que j'avais un peu minimisé la chose. Je m'étais pas rendu compte que ça pouvait être que c'était là, en fait, tout simplement. Ça a été compliqué. Je me suis fait opérer quand je me suis endormie. Je me suis endormie en me disant, allez, Coraline, ça y est, c'est trop bien, c'est fini. Tu n'as plus qu'à t'endormir et tu te réveilles et c'est terminé. Ah oui. Et je me suis réveillée et là, je me suis dit, mon Dieu, je dois être dans un cauchemar. J'avais une douleur tellement intense que j'ai pensé vraiment que je faisais un cauchemar et que je n'étais pas réveillée. Ça a été compliqué psychologiquement après, tout simplement parce que je ne m'attendais pas à une telle douleur. Je pensais que les antidouleurs étaient suffisants, que la morphine allait faire effet, et moi, mon corps faisait barrage à tous les calmants, tous les médicaments, en fait. Ouais, un rejet, quoi. Un rejet complet, parce que j'étais trop stressée, tout simplement, je ne me rendais pas compte. Donc, en fait, le psychologique, je l'ai plutôt ressenti après. J'ai beaucoup souffert. Oh là là. Et alors, l'opération, c'est en une seule fois? Alors, l'opération, elle a été faite en une seule fois. Ça dure 3 heures à peu près, 2 heures et demie, 3 heures, ça dépend. C'est beaucoup.
c'est long. On m'a retiré donc les glandes mammaires, sur les 2 seins. On m'a fait une petite cicatrice de 4 à 5 cm. J'ai eu beaucoup de chance. J'en suis consciente parce que j'ai beaucoup de femmes qui m'ont montré des cicatrices de 10 à 12 cm. Donc ça aurait été compliqué. Donc on m'a fait juste des petites incisions sous la poitrine, donc qui ne se voient pas quand on est en face de moi, par exemple. Elles sont encore rouges, évidemment, c'est encore récent, ça fait 3 mois. Mais on m'a enlevé les glandes mammaires, on m'a retiré les glandes mammaires sur les 2 seins, et ensuite on m'a mis des prothèses pour me reconstruire. D'accord. Et donc ça, c'est pareil, ça peut être différent d'une femme à l'autre. Soit on peut reconstruire par prothèse, soit lambeau. Donc c'est un muscle qu'il y a dans le dos. D'accord, ok. Donc en fait, ça fait une double opération dans le dos. Plus, apparemment, c'est très douloureux. Ça dépend vraiment du profil des femmes. Il y a des femmes qui ne veulent pas de prothèse, tout simplement. Mais moi, j'avais déjà une poitrine plutôt ronde et jolie. Bah oui. Donc je ne me voyais pas avec autre chose que des prothèses. Je voulais que ça ressemble le plus possible à ce que j'avais, et c'est le cas. Donc je suis soulagée. Oui, tu m'étonnes. D'autant plus que à partir de maintenant, j'imagine que tu as le résultat final. C'est un petit peu long au départ, quand à J+1 ou 2, on se rend compte un petit peu de ce à quoi ça peut ressembler, parce que ça n'a pas encore gonflé, je dirais, le jour de l'opération. Donc j'ai vite regardé, moi, le jour de l'opération, le lendemain matin, j'avais déjà levé la blouse pour regarder à quoi je ressemblais. Je suis restée 2 jours seulement à l'hôpital. Et puis après, ça enfle, en fait, ça gonfle. Et on porte une brassière pendant 1 mois, jour et nuit, qu'on doit garder vraiment très serré. On a l'impression qu'on étouffe, on dort sur le dos en plus pendant cette période. Et d'ailleurs, ça dure bien 2 mois, je pense, dormir sur le dos, parce qu'on ne peut pas bouger ni sur le côté, ni rien. Ensuite, il y a d'autres petits facteurs qui rentrent en jeu. Ce à quoi je n'étais pas du tout préparée non plus, c'est que mes prothèses, sous mes prothèses, on ressent des vagues, comme des petites vagues, c'est des irrégularités. Et ça peut venir soit d'une prothèse qui n'est pas suffisamment lisse, soit de la peau qui est trop fine, soit le manque de graisse. Donc c'est ce qui m'a un petit peu chamboulée à 1 mois, je dirais, d'opération. C'est de me dire, ça y est, les bleus sont partis, parce que j'ai été très bleue, et de me dire, mince, maintenant j'ai des vagues. Parce que comme ça va être désenflé, ça se rapproche de la prothèse, et je pense que c'est ce qui crée ces petites vagues. Je n'ai jamais vraiment su, j'ai rendez-vous avec mon chirurgien au mois d'avril, donc j'en saurai plus. Mais ça se sent surtout au toucher, bien que je n'ai plus aucune sensibilité au niveau de ma poitrine, je ne ressens rien du tout. Mes mamelons ont été gardés, par contre, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais voilà, le résultat, je pense qu'aujourd'hui, il est à peu près à 3 mois pile. Il est à peu près ressemblant à ce que ça ressemblera définitivement. En tout cas, j'espère, parce que ça me convient plutôt. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Ok. Et alors, tu disais que tu avais beaucoup souffert alors que tu ne t'y attendais pas. Oui, exactement. J'ai souffert. En fait, j'ai fait... on m'a fait plutôt le jour de l'opération une anesthésie locale. Un bloc pectoral. Donc, dans le dos, c'est comme une... D'accord. Comment on appelle ? T'étais pas sous anesthésie générale ? D'abord, on commençait par une anesthésie locale. Ah oui, d'accord. Avant de m'emmener au bloc. Et je me souviens que j'ai fait un malaise pendant cette anesthésie. C'est un peu comme une péridurale. Entre les omoplates, ça dure quelques minutes avec une échographie en même temps pour voir où on injecte le produit. Et à partir de là, je ne me souviens pas de grand-chose. On m'a dit, maintenant, vous pouvez vous allonger. Et on m'a emmenée en salle d'opération. Et là, on m'anesthésie en général. Donc là, j'ai rien senti. Je sais même plus ce qui s'est passé. J'ai fermé les yeux, je les ai réouverts. Je me rappelle rentrer en bloc et regarder toutes les machines, tout ce qui se passe. Et demander où sont mes prothèses aussi. Parce que je ne les ai jamais vues. C'est vraiment pas... On m'a jamais fait de test en me disant, ça va ressembler à ça. Mettez ça sous votre soutien-gorge, vous verrez. Pas du tout. Ah, c'est vrai ? Non. Par contre, je savais pas du tout à quoi j'allais ressembler. J'ai demandé une taille. En fait, j'ai demandé au chirurgien, est-ce que vous pourriez me dire quelle taille je ferai après. Et elle m'a dit, je peux pas faire grand chose, on peut pas faire ce qu'on veut en termes d'esthétisme. Il faut vraiment respecter la morphologie et la poitrine actuelle. Moi, j'ai demandé un 85C, l'idéal. Je pense que j'ai un petit 85C, donc je suis contente du résultat. Si ça avait été un peu plus, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais alors, encore une fois, elle avait commandé, je l'ai su le jour de l'opération, 3 tailles différentes de prothèses. D'accord. Et donc, l'infirmière, quand je suis rentrée en bloc opératoire, elle m'a dit, vous inquiétez pas, vos prothèses sont là-bas. J'ai compris. Elle m'a dit, il y a 3 tailles différentes. Elle testera directement sur vous pour voir ce qui est le plus naturel. Ce que je lui avais demandé surtout, c'est les cicatrices. D'avoir de petites cicatrices. Je ne voulais pas d'avoir de grosses balafres, alors que je n'ai même pas. J'ai même pas une cicatrice sur le corps. Et je me disais, mon Dieu, j'ai pas le choix, en fait, faut que j'y passe. Oui. Bref. Donc, ça a été... Non, l'opération s'est bien passée. C'est voilà, encore une fois, au réveil, où j'ai souffert le martyre. Quand l'infirmière m'a dit, Madame, vous êtes en salle de réveil. Tout s'est bien passé. Je lui ai dit, d'accord. Et la première question que je lui ai posée, c'est, est-ce que c'est joli ?
Et je me rappelle qu'elle a soulevé mon drap, elle a dit oui, c'est très bien. Elle a reposé le drap. Ils ont dû me prendre pour une folle parce qu'ensuite elle m'a demandé la douleur et j'ai dit mais je sens, c'est le côté gauche, je sentais la douleur hyper fort et je lui dis c'est pas possible, ils ont dû louper l'anesthésie, c'est pas possible. Un bloc pectoral plus une anesthésie générale, normalement l'anesthésiste il a un train d'avance et je n'aurais rien dû sentir. J'étais sous morphine, sous tramadol, Oui, c'est ça. sous je sais plus, de Doliprane, ils m'ont tout mis. Oui. Et je disais à l'infirmière, écoutez, donnez-moi de la morphine s'il vous plaît. Et elle me dit, mais madame, vous avez déjà de la morphine, on peut pas plus de toutes les 4 heures, sinon il y a des effets secondaires. Bien sûr. Et je lui dis, ah bon, mais qu'est-ce que c'est, quels effets secondaires? Elle me dit, bah c'est très mauvais, on peut pas. Et en fait, j'ai appris qu'on pouvait juste en mourir. En fait, on était trop shootés à la morphine, je ne le savais pas. On évite. Donc je suis restée en salle de réveil de 13h quand je me suis réveillée je m'étais opérée à 9h. Je suis sortie du bloc à midi et j'ai dû me réveiller vers 13h, je crois. Et jusqu'à 17h, en fait, pendant 4 heures, là, ça a été un cauchemar. C'est-à-dire que je fermais les yeux, je les réouvrais, mais je sentais la douleur. Je pense que je somnolais tellement j'avais mal. Ils m'ont shooté, mais la douleur, je l'avais toujours, mais ça me shootait quand même. Donc, j'arrivais quand même à leur parler, à être cohérente. Quand ils me posaient des questions, ils me disaient, mais on ne sait même pas comment vous arrivez à nous parler avec tout ce qu'on vous a injecté. Et jusqu'à 17h, il n'y avait rien qui niaisait. Quand j'ai compris l'heure, j'ai dit, oh mon Dieu, ma famille va s'inquiéter. Ils m'ont remonté en chambre à 17h, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit tout s'est bien passé alors qu'au fond j'étais mal. J'étais vraiment très mal, j'ai pleuré les 2-3 premiers jours, la nuit je ne pouvais même pas me lever tellement j'avais mal. C'est un déchirement physique de s'asseoir dans un lit, de se lever, d'aller à la douche, je faisais un malaise. Je me douchais tous les matins à l'hôpital, enfin 2 matins du coup, j'y suis restée 2 jours. De me lever, je faisais des malaises, les infirmières disaient allez vous recoucher, je pouvais même pas me lever pour aller aux toilettes. J'avais une bassine dans mon lit. Je pouvais même pas remonter ma culotte après avoir fait pipi, c'était un enfer. Donc à la fin, j'étais avec ma blouse et je ne bougeais même plus en fait. J'ai passé 2 nuits blanches. J'arrivais même plus à manger parce que la morphine coupe l'appétit. Mais voilà, après je suis rentrée à la maison, j'ai retrouvé mes repères. C'était tout aussi compliqué. J'avais encore les drains, les poches, les deux côtés du coup. Et c'est l'infirmière qui me les a, à domicile, qui m'a retiré ces drains qui étaient, je pense, pour 80% de ma douleur. Il devait être posé sur les nerfs. Qui m'a retiré les drains et là ça a été le soulagement. Je m'en rappellerai toujours. Tu regrettes à ce moment-là quand tu es à l'hôpital en ayant si mal? Alors j'ai regretté pendant je dirais bien 10 jours, les 10 premiers jours qui étaient un enfer. Je dormais pas la nuit, je pouvais même pas me lever pour aller aux toilettes au milieu de la nuit. Je devais appeler ma mère parce qu'elle devait m'aider à m'asseoir dans mon lit pour pouvoir me lever. Et je pouvais pas bouger, j'avais ces poches, je souffrais alors que je faisais rien. Les médicaments, la pharmacie s'est trompée, ils m'ont donné des médicaments qui n'étaient pas adaptés. Heureusement, ma mère s'en est aperçue. Donc j'ai rien pu prendre au niveau des antidouleurs. Après, on est vite arrivé à J+4 ou 5 jusqu'à ce que les médicaments arrivent. Mais à J+5, on évite de continuer la morphine. Donc j'ai tourné au Doliprane, au Codoliprane pendant une semaine, je dirais. Jour et nuit pour essayer de soulager légèrement, mais ça soulage rien du tout. Ça je sais pas, ça lisse, mais ça soulage pas. Et ta maman, à ce moment-là, comment elle vit tout ça? Ma maman, pour elle, c'était évidemment important qu'elle soit auprès de moi pendant ce moment-là. Elle s'en veut, elle se sent coupable alors qu'elle n'y est pour rien. Oui. Elle souffrait autant que moi, elle me voyait dans cet état, elle me disait c'est pas possible. Je pleurais, j'étais bleue, mon corps était meurtri, j'étais tétanisée. J'ai dû aller voir un ostéopathe à J+7. Il a réussi à manipuler pour me détendre un petit peu, pour que je puisse le soir me rendormir. Mais vraiment, la première semaine, les 10 premiers jours, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? En plus, on voit nos seins qui passent par toutes les couleurs, jaune, vert, bleu, enfin, toutes les couleurs, ils sont passés. Et puis, et surtout, on a mal, on sent plus rien. Donc, on a vraiment le rapport au corps qui change. Évidemment. C'est différent. Je ne le souhaite à personne. Mais encore une fois, c'est une décision que j'ai prise pour me sauver la vie. Oui. Et je ne le regrette pas du tout. Mais tu n'avais pas conscience de ce que ça impliquait, la douleur. Mais je ne m'attendais pas à ce que je souffre tant. Mais alors du coup, merci de partager ça pour les femmes qui écouteront, parce que j'imagine que si tu t'étais préparée peut-être à vivre ça de manière beaucoup plus brutale, ça aurait peut-être changé un petit peu les choses. Je pense que ça m'aurait aidée. Parce que psychologiquement, si je savais à quoi m'attendre, si j'avais su à quoi m'attendre,
mon corps, il se serait préparé, hein. Inconsciemment, il se prépare. Bien sûr. Alors que là, je m'étais dit, ça va, je ferme les yeux, je réouvre les yeux, j'ai la morphine, tout va bien se passer. Oui. En fait, pas du tout. Après, encore une fois, je veux pas faire peur aux femmes qui doivent subir cette opération, pas du tout. Moi, c'est mon corps qui a fait barrage aux médicaments, tout simplement, hein, je le sais. Et chaque corps est différent. J'avais peut-être pas de graisse ou j'étais peut-être très mince et du coup, on m'a décollé mon muscle j'ai demandé ah oui. J'ai eu la bonne idée de demander à mon chir la prothèse sous le muscle. Elle m'avait proposé les deux, en fait, sur ou sous le muscle. Moi, j'ai vraiment voulu le faire sous le muscle en me disant ça me fait une protection sur ma prothèse, ça me protège un peu mon corps, je me disais. Donc, c'est aussi très douloureux. Voilà, j'ai vraiment eu tous les facteurs possibles pour souffrir. J'ai plein de jeunes femmes qui témoignent, qui sont venues me voir, qui m'ont dit moi, ça va. Ou alors certaines qui m'ont dit au contraire, qui n'ont fait la mastectomie que d'un côté, qui m'ont dit mais comment t'as fait pour faire les deux en même temps? Ça dépend, c'est vraiment le corps, encore une fois, c'est propre à chacune. Oui. Ok, et tes petites sœurs, qu'est-ce qu'elles disent de ça? Est-ce que du coup ça leur donne envie ou pas? Alors je sais que Marine qui a 30 ans m'a dit tu me fais peur, j'ai presque envie de revenir sur mes pas et de ne pas le faire. Après elle n'a encore entrepris aucune démarche, mais je lui ai fait un petit peu peur. Mais je le fais pas pour faire peur aux gens. Je le fais juste pour dire la vérité, pour que les femmes soient préparées en fait à cette opération. D'ailleurs, qui peut toucher aussi les hommes. Hein. Le cancer du sein, il touche également les hommes. D'accord. J'ai appris ça. Okay, très peu de cas, mais c'est original, mais ça arrive. Ok. Donc Marine, non, elle le fera quand même, mais voilà, au moins elle sera préparée. Charline n'a pas besoin de subir l'opération, et Océane, elle le fera, je pense, sans doute jamais. Elle le fera pas. Elle veut juste savoir oui ou non si elle est porteuse. Peut-être qu'elle ne le sera pas et dans ce cas-là, tout rentre dans l'ordre. Ok, ça marche. Du coup, ton rapport à ton corps à ce moment-là, ton corps qui change, il est comment? Alors au départ, c'est la douleur qui prend le dessus en fait. On a envie de changer de corps, on a envie de sortir de son corps et de se dire, enfin on le déteste en fait, parce j'ai tellement eu mal que je me détestais. Physiquement, j'aimais voir que j'avais de la poitrine parce que j'ai jamais vraiment eu de poitrine, donc j'étais contente de gagner un bonnet, donc ça c'est cool. Mais la douleur est tellement intense que ça prend le dessus sur tout. Je m'étais toujours dit avant l'opération, c'est l'esthétique pour moi qui prime, j'ai peur qu'on me loupe ou qu'on me fasse un truc moche et je veux m'aimer en fait après. Oui. Quand on se fait opérer et qu'on se rend compte que l'esthétisme ça passe, mais alors loin derrière la douleur, ça a été compliqué. Par contre, j'ai changé toute ma lingerie, évidemment, qui ne m'allait plus. Ça, c'est cool. Ça, on va en parler. J'ai reçu, en plus, je suis influenceuse, donc on m'a envoyé plein de lingerie, des grandes marques. C'était super sympa. Oui. Me regarder dans le miroir, j'ai mis un petit temps avant de me dire que ma poitrine avait changé. Je me voyais un petit peu comme avant. Alors que j'ai quand même pris un bonnet. Et pourtant, quand je me regardais, je voyais mon ancienne poitrine. Ça, c'est très bizarre. Je n'expliquerai pas, c'est le psychologique. De toute façon, on propose automatiquement aux femmes qui se font opérer de suivre une thérapie. Évidemment. Normalement, c'est un petit peu obligatoire. Puis d'autant plus que c'est vraiment pas quelque chose de voulu, quoi. Non. Enfin, c'est très différent d'une chirurgie esthétique. Ah oui, c'est complètement différent. C'est le psychologie qui prend, le psychisme qui prend directement. Mais moi, j'ai refusé la thérapie. Enfin, j'ai pas souhaité appeler pour prendre rendez-vous. J'ai préféré en parler sur Insta. Réseaux, oui. Ouais. Et me faire ma thérapie toute seule, aider les jeunes femmes qui tous les jours, encore tout à l'heure, je reçois des messages. Bonjour, je suis porteuse du gène BRCA1. Qu'est-ce que tu penses d'opération? Est-ce que tu penses que c'est important? Pourquoi tu l'as faite? Comment tu te sens? Est-ce que ça a été difficile? On me pose des questions tous les jours. Et je vois que j'aide ces jeunes femmes en fait. Donc ça, c'est ma récompense. Bravo. Et ça m'aide. Si ça t'aide, c'est tant mieux. Mais en tout cas, toi, tu aides. Et ça, c'est magnifique. Puis du coup, j'essaye de faire des photos. Aussi, je leur envoie des photos en privé aux filles parce qu'elles veulent voir, évidemment. Parce que moi, j'aurais aimé qu'on me propose de m'envoyer des photos avant de me faire opérer et de me rendre compte à quoi ça peut ressembler. Donc, en fait, je les rassure toutes comme ça parce que ma poitrine, franchement, on dirait pas que c'est une mastectomie, on dirait une chirurgie esthétique classique. D'accord. Donc, je suis contente. Ça me fait du bien. Je peux mettre des petits hauts que je ne mettais pas avant, des décolletés, c'est joli. Ça, tu peux mettre devant, c'est... Ça, et alors tes vêtements dans tout ça, du coup ça change? Pas trop. Pas trop? Non, je m'habille. Non, parce qu'elle est encore petite ma poitrine. Non, pas trop. Mais ce que je trouve joli, c'est d'avoir cette forme un peu ronde en fait. Oui. Quand on se regarde dans le miroir, avant j'avais vraiment pas poitrine, je faisais un petit A. Hein. Oui. Et là je passe à un petit C. Ça fait du bien de se sentir féminine en fait, quand même. Quand on oublie l'opération. Il m'arrive de l'oublier, parfois j'oublie ma poitrine, parce que comme je la sens pas, je l'oublie, tout simplement. Non, ça fait du bien de mettre des petits hauts décolletés qu'avant je mettais, je me disais, sans plus, et puis maintenant je les reporte et je me dis, c'est joli. Et la poitrine aussi, je remplis mes bonnets, alors qu'avant je ne les remplissais jamais. D'accord.
Oui, donc ça, c'est La récompense. La récompense, C'est ouais, ça. de ce dur chemin quand même. Exactement. Ok. Mais ta poitrine, tu l'aimais avant? C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Alors, ouais, en fait, c'est assez étrange. Ma poitrine, j'ai jamais vraiment aimé ma poitrine. Oui, elle est jolie. Ah. J'avais vraiment une poitrine ronde, une petite poitrine ronde, mais ferme, qui ne tombait pas du tout. C'est genre, on voit le dessous de mon sein. Donc, je l'aimais pas parce qu'elle était un peu petite et j'aurais aimé toujours un peu plus de poitrine. J'ai toujours voulu me refaire faire la poitrine quand j'étais plus jeune. D'accord. Et à 25 ans, au dernier moment, j'ai pensé à ma mère, à ce qu'elle avait vécu, et je me suis dit, Coraline, la veille de l'opération, j'ai annulé. Ah. Ouais, je devais me faire opérer. Ah oui. Il y a 8 ans, 7 ans. Mais vraiment la veille. La veille, le jour littéralement la veille. D'accord. La veille, le J-1, j'ai appelé mon chien, je lui ai dit, écoutez, c'est pas possible. J'ai paniqué au dernier moment, en fait, j'ai annulé. Donc, j'ai toujours voulu refaire ma poitrine. Et puis, c'est à partir du moment où j'ai su que j'allais me faire opérer que j'ai appris à la regarder. À prendre du temps pour la regarder, faut me rappeler, prendre des photos, me rappeler de comment c'était. Ouais. Et là, je me suis dit, putain, mais pourquoi je fais ça, en fait? Est-ce que je fais bien alors que ma poitrine me plaît? Et j'ai regretté, je me dis, mince, c'est dommage. Je vais la gâcher, en fait, alors qu'il y a plein de femmes qui rêveraient d'avoir ma poitrine. Et moi, je vais tout gâcher, je vais me faire mettre 2 prothèses. Oui, alors qu'en plus, tu avais reculé devant cette opération quelques années auparavant. Ouais, j'ai eu peur. J'avais eu peur au dernier moment. Et là, comme j'en ai parlé tellement sur Insta, je ne pouvais pas reculer. C'était aussi un peu fait exprès pour moi de me dire, Coraline, quand t'en as parlé, tu peux plus reculer. T'es obligée de le faire et tu seras débarrassée. Et c'est ce que je dis aux filles. Les filles qui me disent, je me fais opérer, il y en a une qui m'a dit, je me fais opérer le 19 février. Je lui ai dit, mais tu vas être trop contente. Tu vas être trop contente. Tu vas voir, ça va bien se passer. Tu vas fermer les yeux, ouvrir les yeux et tu seras guérie. Enfin, entre guillemets, on a toujours un risque. Entre 1 et 5% de risque de contracter un cancer. Alors, ça arrive. C'est moins que 85, tu m'as dit tout à l'heure. Exactement. Ouais. Ça arrive, mais du coup, on passe en dessous du seuil des femmes, une femme normale. Ah oui, donc, d'accord. Je crois que c'est 1 sur 8, mais je ne suis pas certaine. Maintenant, voilà, à 40 ans, je sais que je dois passer aussi sur la table d'opération et faire retirer mes ovaires. À partir de 40 ans. Quand j'ai fait mon rendez-vous, le premier, quand on m'a diagnostiqué le gène, l'oncologue m'a dit vous avez des enfants? Je lui ai dit non, pas encore. Elle m'a dit il faudra peut-être y penser. Parce qu'à 40 ans, il serait bien de faire retirer vos ovaires. D'accord. Ça m'a été choquant. C'est ce qui m'avait fait pleurer à l'époque. Pas la poitrine. Comment tu vis ça? Alors ça, c'est compliqué. Je me mets une pression de dingue au quotidien. Parce que je suis célibataire, que j'ai 32 ans, que je suis peut-être trop indépendante, trop travailleuse dans mon coin. Donc, je passe ma vie perso après tout ça. D'accord. Donc, ça me fait peur, en fait, de me dire qu'il faut... J'ai un peu une bombe à retardement, en fait. De me dire, il faut que je me fasse opérer, mais à côté de ça, j'ai personne dans ma vie. Donc, si j'ai personne, j'ai pas d'enfant. Si j'ai pas d'enfant, je vais pas me faire opérer tant que j'en ai pas eu. Et j'espère juste que j'en aurai, de toute façon. Oui, c'est important pour toi d'en avoir. C'est important. Et dernièrement, quand je suis allée à l'hôpital avec ma petite sœur, qui nous a expliqué qu'elle, l'oncologue, elle préconisait les ovaires, l'opération des ovaires, mais à 100% de ses clientes. Et elle me disait, même si c'était ma fille, je lui dirais, mais fais-le, elle l'emmènerait à l'hôpital. Tellement pour elle, en fait, on passe au risque, on n'a plus aucun risque si on se fait cette opération. Et ça arrive quand même très souvent, et c'est pas très bien soigné, le cancer des ovaires. Donc, il y a encore un petit peu de chemin. Dans ta famille? Tu les me parlais ovaires, de tes grandes tantes. C'est une grande tante qui l'avait eu aussi également. Mais elle ne savait pas qu'elle était porteuse du gène, on ne le savait pas non plus. Peut-être que tu vois, il y a 50 ans, on mais le faisait pas. Ça se démocratise un petit peu en tout cas. Petit à petit, ça se démocratise. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Parce qu'on n'entend pas parler de cette mastectomie préventive. De l'ablation des ovaires, c'est pareil. Il y a encore un peu de chemin. Oui. Oh, d'accord. Et tes sœurs, du coup, c'est la même chose pour les ovaires? Mes petites sœurs, elles auront la même chose, exactement le même parcours que moi, si elles décident de se faire opérer. Oui. Donc tu y vas en éclaireur, en éclaireuse. Exactement. Je montre quel courage. le chemin. Est-ce que tu aurais un conseil pour les femmes qui vivent exactement la même chose que toi? Alors pour les femmes qui vivent la même chose que moi, je leur conseillerais d'en parler autour d'elles, de se renseigner. D'aller lire ton blog. Oui, exactement. Elles peuvent aller sur mon blog ou mon compte Instagram à qui je répondrai sans problème. Donc ça, c'est avec grand plaisir. Je réponds à toutes les femmes qui me parlent de mastectomie. Et surtout, il ne faut pas avoir peur. Parce que moi, j'ai eu peur. Je ne me rendais pas compte, mais j'ai eu peur inconsciemment. C'est difficile d'arriver jusqu'à l'étape de l'opération.
mais après on ferme les yeux, on ouvre les yeux et hop, c'est terminé. Alors on peut souffrir ou pas, mais à côté de ça, c'est accessoire puisqu'on se sauve la vie tout simplement. Donc vraiment, je pense qu'il faut bien en parler, bien communiquer là-dessus, se documenter, essayer peut-être de voir plusieurs chirurgiens aussi, parce qu'il y a des chirurgiens qui auront une façon d'opérer différente. Oui. Les uns des autres, rien que pour la cicatrice, la conservation, une ou non, du téton. Et voilà. Oui. Meilleur conseil, c'est de se documenter et de communiquer. Ok, super. Bon, et alors au niveau de tes vêtements, on va en reparler un petit peu, et de la lingerie, parce que j'ai entendu quelque chose qui m'intéressait tout à l'heure. Aujourd'hui, à 3 mois après l'opération, hein, c'est bien ça, comment tu te sens quand tu te regardes, quand tu t'habilles, quand tu mets de la lingerie? Alors, quand je m'habille avec mes vêtements ordinaires, je ne vois pas la différence. D'accord. Moi, je suis pas très... je mettais très peu de décolleté déjà à la base. J'en mettais rarement, peut-être l'été ou pour sortir de temps en temps. Donc, mes vêtements, ma façon de m'habiller ne va pas changer. Je rentre dans tous mes vêtements. J'ai pas de problème de chemise trop petite. Ma poitrine n'est pas suffisamment différente pour avoir à changer tout mon dressing. J'y pensais aussi. Je me dis, oh là là. Et par contre, la lingerie, je trouve que c'est plus joli. En fait, c'est plus équilibré parce que j'ai quand même des hanches et j'avais pas de poitrine. Donc, j'ai des fesses, pas de poitrine. Ça me gênait un petit... Je me disais, il m'en manque un peu, quoi. Donc là, ça rééquilibrait un petit peu les deux et je trouve ça joli. D'accord. Et ça remplit le bonnet, quoi. Je remplis un bonnet alors qu'avant, je ne remplissais jamais mes bonnets. Ça faisait... on voyait rien. La dentelle couvrait le sein complètement alors que maintenant, on a le bombé de la poitrine et ça, c'est plaisant. D'accord. Oui, donc tu te plais. Ouais, c'est plus joli, ouais. Ok. Bon, bah ça, c'est quand même la belle récompense, pour le coup, de tout ce que tu as traversé. Exactement. Ok. Et Coraline, j'ai une dernière question à te poser. Pour toi, s'habiller à sa juste valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, s'habiller à sa juste valeur, je dirais que c'est être confortable et se plaire, en fait, dans ses vêtements. Oui. Porter ce qui nous plaît, sans forcément s'identifier à quelqu'un d'autre, parce qu'on a toutes des morphos différentes. Oui. Je sais que moi, je suis peut-être plutôt fine, je suis grande et mince, mais je vais porter beaucoup des mum jeans, des choses larges, parce que c'est pas parce que je suis grande et mince que je vais mettre des choses serrées, en fait. Ouais. Je m'habille comme je m'aime, un peu confortable. Ouais. Tendance, mais confortable. Ok. Et donc, justement, tu t'habilles à ta juste valeur, tu Exactement. Okay. Je m'habille comme je m'aime. Et bien alors ça, c'est une jolie définition et je te remercie beaucoup pour ton partage qui est juste primordial et que je suis très fière de relayer. Merci Mathilde. Vous êtes toujours là. C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie. Parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est. Vous ne croyez pas ? Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Ça prend 3 secondes et c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Take care, Mathilde, d'Imperfection.